Bonjour, Mehdi Amarayesh, président du cluster numérique algérien. Ma question par rapport à un sujet que tous les intervenants ont abordé, la question du capital humain. C'est un sujet important pour nous aussi au cluster. Nous travaillons actuellement sur une école de code de haut niveau en Algérie qu'on espère ouverte à toute l'Afrique et aussi à développer l'enseignement en ligne. Mais la question qui vient après, un peu, on va dire le deuxième goulot d'étranglement, c'est la question de maintenir ses compétences en Afrique. Lors d'une réunion à Alger avec des cadres de Bercy, un journaliste a demandé est-ce que vous n'êtes pas là pour prendre les compétences algériennes? Et le monsieur a répondu avec une grande clarté le monde est ainsi fait. Les meilleurs Français partent aux États-Unis et les meilleurs Africains viennent en France. Est-ce que dans la réflexion de ce capital humain, cette question de maintenir ces compétences dans leur pays, ou du moins leur permettre d'être utiles à leur pays à partir de leur pays d'adoption a été réfléchie? Est-ce qu'il y a des mesures un peu dans ce sens? Merci. Alors, la troisième question, ensuite, messieurs, vous aurez la latitude de répondre brièvement. Il y avait une troisième question, je le pense bien. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour, Daniel Maniscalco. Je suis co-auteur de Source originelle, une solution cognitive et digitale de formalisation des concepts innovants avec Pascal Zimmer, mon associé. Et ma question porte sur l'évolution de la propriété intellectuelle en Afrique, puisqu'on a parlé beaucoup d'innovation et de capital humain. Je voulais savoir quelles étaient les perspectives, selon vous, d'évolution, puisque les créateurs devant aussi protéger leur capital et patrimoine immatériel doivent être confrontés aux interactions et contact avec les pays étrangers pour défendre leur capital et patrimoine immatériel. Voilà, messieurs, vous avez des micros devant vous si vous voulez bien répondre pour celles des personnes qui auraient de la matière. De toutes les façons, encore une fois, nous ne sommes qu'au premier jour. Vous avez l'occasion de continuer cette discussion de manière informelle. C'est à vous, monsieur. Oui, donc je vais commencer par répondre à la question de monsieur qui est... si j'essaye de synthétiser, donc présence géographique des compétences, quelle stratégie, quelle réalité. Et tout d'abord en partageant une expérience qui est avant Sofricom. Donc juste avant Sofricom aussi, je travaillais dans un environnement très international à Orange Business Services où je dirigeais les activités de communication d'entreprise à travers le monde. Et cette question-là aussi était une question extrêmement importante. Et dans les faits, ce que nous avons déployé, et je viendrai aussi à Sofricom après, voilà, le point important, c'est parler de projet client. Je pense que c'est extrêmement structurant. Et une fois qu'on est rentré dans cette dynamique-là, on voit aussi que les organisations, pour répondre à ces projets clients, on les fait évoluer aussi avec une proximité par rapport aux clients qui est de plus en plus importante. Et donc là, typiquement, donc à Orange Business Services à travers le monde, donc là, on travaille sur les 5 continents. Voilà, il y a des équipes projets, des équipes d'expertise qui se sont créées sur les 5 continents pour répondre au mieux à nos clients. Et à Sofricom, donc je suis à la tête de Sofricom là depuis quelques mois, je vois également cette même problématique, cette même importance aussi du projet client. On traite des affaires clients en Afrique beaucoup, je l'ai dit. Et ce qu'on voit, donc 2 choses. Le premier, je l'ai mentionné tout à l'heure dans mon intervention, c'est l'augmentation du nombre de personnes qui travaillent donc sur le territoire africain. Ces personnes sont effectivement à forte majorité d'origine africaine, mais je peux même ajouter, donc mouvement également intéressant, qu'il y a également des experts français voilà, qui viennent donc en Afrique, qui viennent au Moyen-Orient pour également travailler sur des projets clients, parce que cette proximité sur les projets clients, je pense qu'elle est extrêmement importante. Vous pouvez répondre peut-être aux 2 premières interventions. J'ai eu le plaisir de co-présider le dernier rapport de l'Institut Montaigne, qui est sorti il y a un mois. Vous pouvez le trouver sur le site de l'Institut Montaigne, il est téléchargeable. C'est sur les entreprises françaises, sont-elles prêtes à aller aujourd'hui en Afrique? Il y avait la question des financements qui a été évoquée, je crois qu'il y a une table ronde demain, typiquement sur le sujet. Et puis il y avait la question du capital humain. Le point qui est remonté, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai manque pour les entreprises sur le niveau Bac.2, Bac+3 en Afrique. C'est bien d'avoir des doctorants, je ne dis pas le contraire, mais ce qui manque beaucoup, c'est le niveau quelque part technicien, et notamment dans le domaine du digital.
Ça va sur des gens qui savent faire du développement, du code. Ça a été évoqué ce matin. Il y a un vrai enjeu à avoir des Africains qui savent faire du codage. Ça va sur tous les domaines plus techniques. Alors ça peut être les télécoms au sens stricto sensu, les data centers et autres. Et c'est un enjeu clé, effectivement, par rapport demain aux emplois qui peuvent être créés, notamment quand on a des logiques de cluster. Quand Jumia s'est créé, leurs développeurs n'étaient pas en France, ils n'étaient pas en Afrique, ils étaient au Portugal. Parce que le Portugal, c'est moins cher qu'en France. Et qu'en Afrique, ils n'ont pas trouvé un endroit où il y avait suffisamment de développeurs pour installer un centre de production. Alors que naturellement, ça aurait dû être le cas. J'ai un souvenir d'avoir travaillé il y a quelques années sur la Smart City de Nouakchott. Il y avait plein de projets parce que les caps sous-marins arrivaient. Le souci, c'est qu'il y avait un vrai manque de compétences au niveau local, à la fois sur la partie digitale, mais aussi sur la partie service, contenu à proposer. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est un enjeu absolument clé. Et là, c'est une responsabilité aussi croisée des gouvernements, des États, parce que quelque part, la formation, c'est aussi normalement la responsabilité publique, mais aussi des entreprises. L'exemple que tu as donné est très bon, mais aussi cette capacité à former sur place des jeunes ou des moins jeunes, et notamment au métier du digital. Peut-être ce qu'on peut rajouter, si vous me le permettez, c'est que il ne faut pas qu'on ait peur. Ce qui est absolument certain, c'est qu'entre le choix de l'ouverture et le choix de se refermer sur soi-même, le deuxième choix, de se refermer sur soi-même, il offre aucune opportunité pour les écosystèmes numériques des pays qui choisiraient de rester enfermés sur eux-mêmes. Alors, disons-nous les choses, c'est vrai qu'une partie de l'élite des pays africains partent, que ce soit en France, que ce soit en Europe, de plus en plus d'ailleurs au Canada, voire directement en fait aux États-Unis. Mais regardez dans cette salle, vous êtes un certain nombre, et ce matin encore, j'étais avec une de ces personnes qui a fait toutes ses études en France, qui a travaillé en France, et qui est revenu depuis quelques années en Afrique, qui a monté en fait un business en Afrique, et qui est en train de faire une partie des projets e-gov en fait africains, qui est en train de faire une partie des projets de fibre au Bénin, il se reconnaîtra. Et donc, c'est une opportunité pour l'Afrique aujourd'hui d'avoir une diaspora de ce niveau-là. Et il n'y a aucune fatalité en rien. Moi, je suis absolument convaincu que vous verrez de plus en plus une partie de la jeunesse africaine revenir en Afrique pour créer ce numérique africain dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau des alliances, au niveau des choix de coopération, il y a des modèles qui sont plus ou moins prédateurs, plus ou moins équilibrés dans la relation. Vous avez des modèles dont la seule vocation, c'est d'aller rechercher des ressources à bas coût dans les pays, soit directement, soit en les important du pays, dans le pays final, ces modèles de services, de SS2I, etc. Ils ne sont pas tous négatifs. S'il y a aujourd'hui une vraie compétence numérique au Maroc, par exemple, c'est parce qu'il y a eu une alliance très forte faite entre les entreprises françaises et le Royaume du Maroc, et que justement ça a permis l'émergence en fait de tout ce modèle offshore, et ça a porté la jeunesse africaine marocaine. Et d'ailleurs, on était invité par la PEBI et sa présidente Salwa à l'ITEX il y a quelques semaines de ça. Et à l'occasion de l'ITEX, il y avait un jeune dont j'ai plus le nom en tête, mais qui inaugurait le premier Living Labs, espace de coworking marocain, fait par des Marocains, pour des Marocains. Et je suis absolument convaincu que s'il n'y avait pas eu toutes les initiatives de Casa Nearshore, d'ailleurs, là où il l'a implémenté, c'est à côté de Casa Nearshore. Et donc, il faut faire, si vous voulez, de ces faits une opportunité. Et ça nous appartient de construire ça, parce que là, on a les patrons d'esprit qui sont là, peut-être mon collègue Alain Capochichi, qui fait beaucoup de formations en Afrique, était également ici. Vous avez en fait un certain nombre donc, de champions de la formation et des écoles supérieures qui sont présents à l'occasion de ces 3 jours. Et puis vous avez un certain nombre de décideurs publics-privés. C'est à nous de réfléchir sur les bonnes modalités pour tirer parti de ces opportunités. Mais n'ayons pas peur. Et
Et je vais vous dire, pour le pays qui est le mien, la France, c'est vrai que pendant des générations entières, on a vu les meilleurs de nos éléments partir dans la Silicon Valley, etc. Et à quoi on assiste aujourd'hui? On assiste à un retour en force de ces entrepreneurs français qui ont développé leur business aux États-Unis, qui ont envie d'une autre vie que la vie en fait californienne, qui ont envie d'avoir des écoles de très bon niveau, qui ont envie d'un cadre de vie qui soit tout à fait différent, et puis qui ont envie surtout de profiter des opportunités qu'offre aujourd'hui la France. Le patron de Nest, alors lui qui n'est pas un Français, qui est un pur Américain, a fait le choix de venir s'installer en France. Il a fait un article dans Medium cette semaine en expliquant que pour lui, Paris, c'était la nouvelle Silicon Valley du monde. Et de son point de vue, il peut mieux tirer parti de l'accroissement de richesse depuis Paris que depuis la vallée. Merci, monsieur Zapoussi. Et donc, vous avez en fait ces mouvements de balancier. Juste sur la propriété intellectuelle, si vous me le permettez, Oui, parce qu'on n'y a pas répondu du tout. Monsieur Napoko à vos côtés. C'est un enjeu essentiel. Je suis aussi chef d'entreprise. Et moi, je peux vous parler d'un chef d'entreprise qui s'est fait en fait voler une partie de sa propriété intellectuelle. Je suis dans un grand procès en contrefaçon depuis des années. C'est, y compris chez nous, extrêmement difficile. Et ce sujet de la propriété intellectuelle, c'est jamais un problème tant que vous n'y êtes pas confronté. Mais le jour où vous êtes confronté à ce sujet-là, croyez-moi bien, c'est vraiment pire que le sparadrap du capitaine Haddock. C'est un enfer. Et vous avez raison, il faut qu'on travaille à une amélioration du cadre réglementaire sur le sujet, parce que alors là, on peut dire, il y a quasiment, enfin, je ne voudrais pas exagérer, mais je pense qu'effectivement, les règles, déjà chez nous, elles sont difficiles. Enfin, certains, c'est des voyous, hein, ne les respectent pas, parce que c'est pénal hein, de faire de la contrefaçon. Mais c'est très difficile à démontrer chez nous. Je ne sais pas comment on le fera. Et donc, ces personnes qui ont volé notre logiciel, ils sont en train de l'installer dans un certain nombre d'ailleurs de gouvernements en Afrique. Moi, ça me rend complètement fou. Je me dis que je ne vais pas aller attaquer au Burkina Faso, la présidence de Burkina Faso qui utilise le logiciel contrefaisant, etc. C'est juste insupportable. Merci, et monsieur donc, Zapoussi. il y a un enjeu collectif à ce niveau-là. Je le partage. Monsieur Napoko. Oui, les trois thématiques sont liées. La propriété intellectuelle, le capital humain et les flux financiers. Sur le capital humain, je crois que l'enjeu, c'est vraiment la capacité des États à développer des systèmes nationaux d'innovation. Et donc, tout l'enjeu autour de la recherche-développement. Je vais vous donner un exemple. Par million d'habitants, la Chine a 980 chercheurs. Le Brésil a 710 chercheurs. Le Togo, mon pays, a 35 chercheurs. Okay? Donc, ça veut dire qu'en termes de capacité, pour une économie à construire des solutions numériques, à les inscrire dans la vision que porte le pays en matière de recherche, d'innovation, d'industrialisation, ça veut dire qu'il y a un enjeu majeur en Afrique. Je voudrais qu'on sorte du fétichisme du numérique, parce que, au fond, ce dont nous parlons, c'est les effets du progrès technique. Okay? Ça, c'est le débat entre Ricardo et Sismondi, hein, ça c'est 1817. Okay? Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, du point de vue des fondamentaux du débat. En revanche, ce qui me paraît crucial, et c'est le lien avec la question des flux financiers, c'est la capacité des Africains à mettre en place des politiques publiques. Quand vous avez des taux de pression fiscale de 20%, parce que c'est autour de ça que tourne le taux de pression fiscale dans les pays africains. En France, on est autour de 47%. Okay. Quand vous avez des taux de pression fiscale de 20%, c'est quasiment illusoire d'avoir des politiques publiques volontaristes, que ce soit en matière de numérique, de santé, d'éducation, d'agriculture, d'industrie, d'environnement, et j'en passe. Donc, toute la question va être comment le système fiscal africain va récupérer une partie du surplus engendré par le numérique, parce que derrière, de quoi s'agit-il? C'est la hausse de la productivité globale des facteurs. Et cette productivité globale des facteurs qui augmente, il y a une partie qui doit revenir à la puissance publique. Donc, comment est-ce que nos pays vont pouvoir récupérer une partie de ce surplus pour financer
le développement. Je crois que c'est de cela dont on parle. Et il ne faudrait pas, à mon avis, au-delà du côté peut-être ludique, pour ne pas dire ludal, de certaines solutions numériques, perdre de vue la réalité. C'est quand même la question de la transformation structurelle des économies africaines et ce qui se joue en matière de capacité de la puissance publique à piloter le développement des nations. Merci. Merci, messieurs. Alors,